Alors, donc, je vais pas vous parler de rayonnement ionisant, mais de rayonnement non ionisant, puisque moi je suis chercheur, biologiste au départ et chercheur en biophysique depuis très longtemps, donc dans les champs électromagnétiques depuis 25 ans, et des recherches sur les risques liés aux non ionisants depuis une quinzaine d'années, donc au service de santé des armées. Votre micro, il marche mieux, je crois. Voilà. Donc, je me mets le bip parce que je vais me faire tirer les oreilles. Alors, je vais vous parler donc essentiellement des radiofréquences qui sont donc des hautes fréquences autour de la question de la téléphonie mobile, puisque c'est une question dont tout le monde a entendu parler. Vous voyez sur ces petites images qu'entre 2001 et maintenant, il y a eu une évolution de la façon de présenter ce risque, et je pense que maintenant, la Poste ne s'aviserait pas de faire un portable dans les mains d'un bébé, et on en est, par exemple, à cette campagne dans la ville de Lyon. Donc, c'est intéressant que je vous présente un petit peu pourquoi on est arrivé là, en termes d'évaluation du risque, enfin, d'où cela vient. Donc je ne vais pas passer du temps à rentrer dans les détails des expériences ou des effets biologiques, mais essayer de vous brosser un petit tableau de la situation de cette controverse et de l'analyse du risque. En fait, comment on analyse le risque et comment ensuite, comment on fait de la recherche et comment on en arrive au risque. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que les radiofréquences sont situées dans la gamme de 10 MHz à 300 GHz, et que celle des communications mobiles dont je vais vous parler, ça va essentiellement jusqu'à 10 GHz. Donc si on regarde sur cette image, vous voyez là en fait cette échelle qui représente l'échelle des fréquences qu'on avait tout à l'heure horizontale, avec ici en rouge donc les radiofréquences, en bas les très basses fréquences dont Martine vous parlera tout à l'heure, et plus haut, les infrarouges, le spectre visible, et on va jusqu'aux ultraviolets qui sont encore traités dans la section, bien qu'on sache que les ultraviolets ont un caractère mutagène avéré, mais est-ce que le soleil nous est sympathique? On l'a gardé dans la section. Donc, parce que justement, non ionisant, parce que ces rayonnements n'ont pas l'énergie, transportent pas l'énergie suffisante pour induire les phénomènes d'ionisation qui se traduisent à terme par qui peuvent se traduire par des cassures d'ADN et par des cancers, mais vous allez voir qu'il y a d'autres types d'effets qui caractérisent l'interaction de matière dans ces fréquences-là. Donc vous voyez que les rayonnements, les radiofréquences notamment, sur la bande ne pénètrent pas non plus le corps humain de la même façon. Donc vous avez les fréquences les plus basses, il y a une pénétration, tandis que les fréquences les plus hautes, on va vers une pénétration qui est de plus en plus superficielle. Et ensuite, on voit que les rayonnements non ionisants qui sont au-delà sont carrément superficiels, puisque tout le monde en a fait l'expérience pour les infrarouges ou le spectre visible. Donc le fait que ce rayonnement rentre moyennement, par exemple, vous en avez fait l'expérience si vous avez un four à micro-ondes, c'est pour ça qu'il faut faire tourner les aliments, parce que le rayonnement ne pénètre pas de façon homogène dans l'aliment. Et le four à micro-ondes, par exemple, est à peu près à la même fréquence que le Wi-Fi. Donc ce qui pose aussi, ce qui est aussi à l'origine des rumeurs ou des films qui circulent, comme quoi on peut faire cuire des pop-corn avec le téléphone, par exemple. Donc, vous avez une pénétration avec des effets qui sont différents selon la fréquence, variables selon la puissance. Et donc, c'est assez complexe, finalement. Et dans les fréquences hautes, le phénomène qui est prédominant, c'est un phénomène d'échauffement. Donc, au-delà de 10 MHz, donc l'absorption est prédominante. Et on va exprimer ça soit en watts par kilo pour les rayonnements qui pénètrent dans la matière, en fait. Donc c'est par unité de masse. Et lorsque les rayonnements s'arrêtent à la surface, on va plus parler par unité de surface, donc par centimètre carré, en watts par centimètre carré ou en joules par mètre carré. Donc pour la sécurité sanitaire, puisque vous voyez que le fait de cet échauffement, eh bien oui, il y a des effets biologiques des rayonnements non ionisants.
La sécurité sanitaire veut que si on les utilise pour d'autres choses que pour chauffer, il faut limiter les expositions et évidemment une réglementation pour les équipements concernés. Donc les valeurs limites d'exposition sont fixées en Europe et même au-delà de l'Europe, puisqu'il y a beaucoup de pays qui sont calés là-dessus, par l'ICNIRP, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, et qui s'appuie sur la bibliographie pour émettre des lignes directrices appelées restrictions de base, qui sont des recommandations donc, données en unité de l'indicateur que je vous ai dit, l'unité de référence tout à l'heure d'absorption de l'énergie dans la matière, donc en watts par kilo. Donc pour le public, c'est d'ordre de 0,08 watts par kilo en corps entier. Ensuite, il y a des valeurs qui sont différentes localement parce que évidemment, corps entier, c'est une moyenne et il ne faut pas qu'au niveau des extrémités, on dépasse 2 ou 4 watts par kilo. Pour les professionnels, vous avez une exposition qui est limitée, qui est 5 fois supérieure. Et ces seuils sont inférieurs au seuil d'apparition des effets avérés, donc de 50, avec un facteur de sécurité de 50, sachant que les premiers effets avérés ne sont pas déjà des effets sanitaires ou des effets de cuisson ou de chaleur. C'est le premier effet qui est considéré, c'est une réaction d'évitement d'un rat dans un faisceau électromagnétique. Donc ces valeurs en watts par kilo, vous allez me dire, il n'y a pas, pour suivre la réglementation, on ne peut pas mesurer ça en fait en pratique. Et ça, c'est important que je vous raconte ça, bien que ce soit peut-être un peu barbant, mais c'est important parce que, en fait, en réalité, on ne peut pas mesurer les watts par kilo comme ça qu'un appareil et savoir que tel appareil induit tant de watts par kilo chez quelqu'un parce que ce serait invasif et en plus ce serait pas tellement possible, vous allez voir pourquoi. Donc, comment faire pour maintenir ces niveaux d'exposition, respecter ces niveaux d'exposition? Il faut transposer par des calculs, par des analyses de DAS sur lesquelles on va revenir, pour avoir des niveaux qui sont mesurables sur le terrain, de façon à respecter, à faire en sorte que les DAS limites ne soient pas dépassées. Donc il y a une recommandation européenne pour le public, et puis donc la fameuse, une directive qui vient de sortir, je dis la fameuse parce qu'elle est sortie en 2004, mais elle n'a jamais pu être transposée en fait, et mise en application. Elle a dû être remaniée et elle vient de sortir en juin 2013, donc elle est réservée pour les professionnels. Donc ce qui fait que vous avez des seuils d'émission, d'exposition. La réglementation fait qu'il y a des seuils d'exposition aux émetteurs fixes. Les émetteurs fixes, on appelle ça en champ lointain parce que l'onde, si on résume ça, on peut, si vous voulez, imager ça de façon, par rapport à une goutte d'eau, quand on lance un caillou dans l'eau, autour de l'impact, vous allez avoir quelque chose qui est très brouillon. Ça, c'est le champ proche. Et puis ensuite, vous avez une belle onde qui se forme. Et quand on fait des expériences, on dit on est en champ proche ou en champ lointain selon que l'onde est formée ou pas. Donc, à distance, il y a un certain nombre d'appareils qui permettent de mesurer donc le champ électromagnétique. Ça, d'ailleurs, souvent, on le voit à la télévision, quelqu'un qui va utiliser ce genre d'appareil et le coller contre un téléphone en champ proche, mais c'est pas fait pour ça, en fait. Donc, vous avez donc les différents types de téléphones, GSM, UMTS, DECT, ça c'est le téléphone sans fil de la maison, UMTS c'est les 3e génération, donc les iPhones, et puis GSM c'est les 2e génération, donc les vieux portables si on peut dire. Et puis TV, bon je passe tout ça, donc c'est de l'ordre de 40 à 60 volts par mètre, vous voyez à peu près. Et en fait, du fait de cette absorption qui n'est pas la même dans le corps en fonction de la fréquence, c'est pour ça qu'il n'y a pas une valeur en volts par mètre pour toutes les fréquences de radiofréquence. La fréquence est adaptée, je veux dire la limite, la valeur limite de champ électrique est adaptée en fonction de la fréquence. Donc en France, il y a les niveaux d'exposition sont à l'heure actuelle de l'ordre de 0,7 volts par mètre. Ça, c'est le rapport du COPIC qui vient juste de sortir le mois dernier, ou même il y a 15 jours, qui montre qu'à partir de mesures faites dans 16 villes, que les niveaux d'exposition sont de l'ordre de 0,7 volts par mètre sur le territoire, dans 90% des cas, et dans 99% de 2,7 volts par mètre. Donc vous voyez qu'on est
bien en dessous des limites d'exposition. Et dans 20% des lieux les plus exposés, les antennes relais ne sont pas la source principale d'exposition. Donc notamment à l'intérieur ou parfois à l'extérieur, c'est la FM ou la radio qui est plus forte. Donc les expositions au téléphone portable, ben là, du coup, la grandeur de référence pour un téléphone portable, c'est pas en volts par mètre émis, ou enfin mesuré, c'est directement le DAS. Donc les téléphones sont tous étalonnés en usine de façon à ce qu'ils émettent un DAS qui ne va pas dépasser, qu'ils induisent un DAS dans la tête de l'utilisateur qui ne dépassera pas les limites recommandées par la réglementation. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Excusez-moi. Donc, les puissances des appareils sont limitées, du coup, pour ne pas induire un débit d'absorption spécifique trop élevé au niveau de la tête. Et le DAS doit être affiché sur les téléphones mobiles. Il est de l'ordre de 0,2 à 1,8 à peu près watts par kilo, selon les marques, selon les téléphones. Et sachant que c'est pas parce que vous allez acheter celui qui a le DAS le plus faible que vous serez plus ou moins exposé. Ça, c'est pas un critère. C'est un critère pour vous dire qu'il est dans les normes, mais après, selon où est située l'antenne dans le téléphone, c'est encore autre chose. Donc l'UMTS expose 100 à 1000 fois moins que le 2G en communication du fait de sa technologie de fonctionnement. Et les ordres de grandeur, il faut savoir que l'exposition instantanée